Bagarreuse, bagarreur, bienvenue à la bagarre. Aujourd'hui, on reçoit Mathieu Leto Duclos. Excuse-moi, c'est Leto Duclos. C'est bon, ça passe. Leto, ça va. Salut Mathieu. Salut. C'est écrit là, hein. Team Daniel Voirin, la team qui performe en ce moment. Tu as signé récemment à Hexagone MMA. Tu as combattu le 15 octobre et tout de suite, tu as KOT. Ouais, Tu t'es dit première round, on y va. En plus contre un gars solide. Hein. Vous avez entendu sonner, c'est normal. C'est Daniel qui est dans le coin, qui reçoit un appel. Donc ouais, directement là, tu combats quand même un Géorgien. C'est ça. Qui était classé top 7 de tout le Caucase en professionnel, en middleweight. Ouais, invaincu. Invaincu. Il avait au total 7 combats en amateur et pro et 16 victoires et 5 KO au premier round. Je crois de me souvenir. Donc tu prends quand même un gars solide. Hein. Ouais, il était fort. Tu prends un gars fort. Il Hein. était fort. En plus, ça a dû te faire du bien mentalement, parce que tu sors entre guillemets d'une défaite contre Youssef Wabas au Bellator. Et voilà, il y avait besoin quand même de repartir sur une victoire, pour le mental et tout. Je voulais juste que ce soit une victoire, une défaite tremplin en fait. Ça m'a permis de beaucoup évoluer mentalement et techniquement. Et j'avais besoin de passer par là. Bon, le combat contre le Géorgien n'était pas parfait non plus, il y avait encore des trucs à travailler, mais c'était déjà beaucoup plus intéressant que ce que j'avais proposé au Bellator. Et surtout, ça s'est fini par un bon résultat contrairement au Bellator. Contrairement au Bellator, oui. C'est quoi l'enseignement du Bellator? Parce que là, tu es en train de me dire, ouais, il y a un enseignement au Bellator. C'est quand tu as été touché, tu as quand même voulu aller à la guerre? C'est ça, le manque d'expérience, c'est quoi? Ça, c'est un peu inné, entre guillemets, c'est mental. Donc ça, c'est dur à changer puisque c'est les premiers réflexes quand tu es blessé. Tu as des gens, c'est un peu flight or fight, tu vois, tu t'enfuis ou tu te frises ou bien tu combats. Moi, j'ai la chance de combattre. Bon, c'est bien parce que bon, c'est vaillant, mais bon, tu as beau être vaillant, tu perds, tu vois, si jamais tu fais les mauvais choix. Du coup, l'enseignement que j'ai surtout eu, c'est d'écouter le coach, c'est important, et surtout de ne pas négliger ma défense, parce qu'en fait j'étais ultra dominant sur les premiers échanges, sur les premières minutes du round, quasiment sur l'intégralité du round, même jusqu'au. Parce que tu touches justement à un moment donné. Dès l'entrée du combat, je mets un knockdown, ensuite je touche, je sens pareil qu'il y a des touches qui font très mal, et là je prends la confiance et je commence à négliger une première partie de la défense qui est les mains hautes. On va dire que c'est une partie de la défense que tu peux un petit peu, on va dire, supprimer, mais pas totalement. Si jamais tu as une gestion de distance, tu bouges et tout, tu peux avoir les mains basses, ta première défense, c'est de bien bouger. Seulement, le problème, c'est que j'avais les mains basses au début, première chose enlevée, et deuxième chose, j'ai arrêté de bouger. Je bougeais même plus, c'est-à-dire que Youssef, il me tapait, je ne reculais plus, je restais devant et je me bagarrais comme ça. Oui, tu es dans la bagarre. Oui. Exactement, en fait, j'avais pris la totale confiance et je ne voyais pas le danger. Et quand tu commences à négliger beaucoup d'aspects du MMA, voilà, tu te fais avoir. Donc c'est une très bonne leçon. Ouais. En plus, que tu viens de le dire, tu es chez Daniel Voirin, qui, après, voilà, il est là, je sens son regard sur moi. J'espère que je ne vais pas dire une bêtise, mais je sais que ça le tient à cœur et je sais que c'est quelque chose sur lequel il travaille, c'est le déplacement. C'est vraiment, c'est la première règle. C'est ce qui permet de défendre et aussi d'attaquer. Exactement. Il faut savoir que qu'en MMA, c'est pas la boxe anglaise, les mecs sont pas face à face comme ça à se tartiner, ou c'est pas du kickboxing, il y a énormément de mouvements, que ce soit du mouvement en avançant ou en reculant. Et la mobilité, c'est ce qui te permet de toucher dur, c'est ce qui permet d'esquiver des frappes dures, c'est ce qui permet de tout faire en fait. La base de ton jeu, c'est toujours la mobilité. Et là justement, contre le Géorgien, déjà, il y a cette mobilité. Bien sûr. On l'a retrouvée déjà plus. Ah, c'est obligatoire. Si jamais, tu vois, là même en absorbant, j'ai réussi à être touché, parce que j'ai quand même été touché quand même dans le combat. Il était assez dur hein, d'ailleurs. Lui, il venait, il est plus petit que toi, donc il envoyait des coups lourds, des coups durs à chaque fois. En fait, tu as beaucoup de combattants, quand ils sont petits, ils jouent le jeu du grand, c'est-à-dire ils restent à distance et pareil, ils restent sur un ou deux coups. Lui, ça se voyait que c'était un combattant talentueux, que c'était un combattant intelligent, parce que directement, il ne restait pas sur un ou deux coups et surtout, il rentrait. Il ne jouait pas à ma distance. Il cassait la distance. C'était soit il était très loin, hors de distance de jab, hors de distance de kick, soit il était très proche, mais pas entre les deux. Donc c'est un mec intelligent, un mec dur au mal, pareil, j'ai touché dur, pas que sur mon crochet droit, sur le crochet gauche, je l'ai touché plusieurs fois dur aussi, et il continuait d'avancer. Donc il avait très bien saisi les clés pour gagner le combat. Et malheureusement pour lui et heureusement pour moi, j'ai réussi à retourner la donne. Et voilà. D'ailleurs, on l'entendait, Daniel, dans ton coin, qui disait jab, 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 jab. De toute façon, quand tu es grand, il n'y a pas le choix. Il faut savoir mettre un bon jab. Il m'avait aussi dit de faire de la lutte, ce que je n'ai pas trop fait. J'en ai fait un petit peu, j'ai fait des fans de lutte, mais je n'ai pas fait, tout ce que Daniel me disait de faire. Mais voilà. Quoi, la grosse consigne, surtout, c'était de ne pas laisser traîner les jambes. En fait, le truc, c'était de boxer. Et quand le mec est trop proche, ou qu'il commence à envoyer beaucoup de séries, tu descends dans les jambes ou tu fais des feintes de descendre dans les jambes pour que le mec ne pense pas qu'à attaquer, que tu aies aussi des respirations en fait. Et pareil, j'ai une bonne lutte, j'ai un bon sol, mais que j'utilise vraiment très peu. Oui, c'est ce que j'allais te dire, c'est ça, oui. C'est ce que. Alors, Benoît nous a dit, voilà,
après ta défaite contre Youssef, il nous a dit c'est un gars solide, c'est un gars, il est sérieux, il est talentueux et tout, vous allez voir, il va revenir, il va performer. Et la deuxième chose qu'il nous dit, c'est il est complet. Et c'est vrai qu'on a tous cette sensation-là que tu n'es qu'un striker. Oui, il y a beaucoup de gens qui voient ça, ouais. Mais en sol, certes, j'ai pas un sol de mec du JJB, c'est vrai. J'ai pas du tout un sol de pur grappleur JJB, kimono, je sais pas quoi. Mais j'ai vraiment un sol de MMA qui est utile pour le MMA. Et c'est très très efficace. C'est ça, c'est ce que j'allais dire, c'est le sol qu'il faut. Ça marche bien, voilà. C'est sûr, je ne vais pas commencer à sortir des berimbolo, des trucs comme ça, des trucs de malade. Mais en termes de position, en termes de scramble, en termes de tout, tous les aspects du sol MMA, je suis là. En gros, Pound, je suis là. En contrôle, lutte, je suis là aussi. C'est pas mal du tout, quoi. Après, je dis pas que j'ai le meilleur niveau à un niveau excellent, mais j'ai un niveau, en tout cas, je suis complet, quoi. Je suis combattant complet. Tu es complet et tu travailles dessus de toute façon. Bien sûr, tout le temps. Ça, c'est l'avantage de la méthode de Daniel, c'est qu'on n'est pas sur les domaines qu'on préfère. On est toujours forcé de travailler sur tous les domaines en fait, que ce soit en attaque ou en défense. Parce que c'est du MMA. Exactement. C'est du MMA et du MMA, voilà. Il faut s'adapter à l'adversaire. L'adversaire peut progresser, c'est-à-dire qu'un adversaire qui était peut-être bon au sol peut être aussi bon après en striking, parce que voilà, les gens ne sont pas forcément figés dans ce qu'ils sont. C'est pour ça que tu dois être complet, et même un combat, parfois, imaginons même 2 strikers, je dis un truc, par exemple, tu prends un mauvais coup, tu tombes sur le dos, le mec, boum, il prend la montée. Tu n'as jamais fait la montée parce que tu étais un striker, t'es mort. Alors que si jamais tu es bon au sol, tu peux le sweeper, peut-être, là tu prends le dos, boum, et même si tu t'es fait down juste avant, tu peux l'étrangler. On ne sait jamais. En fait, il faut vraiment être complet, savoir connaître tous les compartiments. Tu ne dois pas exceller partout, mais tu dois avoir des bonnes bases solides, tu vois. Et d'ailleurs, ouais, c'est vrai qu'avec la team Voirin, comme on l'a pu le dire déjà aussi avec Jorik, c'est que c'est vrai que vous avez des profils en plus qui se complètent assez bien. C'est vrai. Parce qu'on a un Benoît qui est fort aussi au sol, puisqu'il vient de là, mais bon, pas que. Jorik qui vient du Sandak, donc qui forme aussi en striking. Toi qui te complais également. Aujourd'hui, vous avez Emerson, qui est aussi, me semble-t-il, un bon lutteur. Donc ouais, vous avez vraiment une équipe, je n'oublie pas Romain, bien entendu. Donc ouais, vous avez vraiment tous les profils. En plus, vous êtes aussi des tailles différentes, des gabarits un peu différents. Donc des garçons plus explosifs, donc c'est vrai que ça permet de travailler là-dessus. Et là arrive la prochaine date. 22 janvier. Zénith à Paris. Exactement. Donc en clair, toi, c'est Bellator à Paris, Hexagone à Paris. Voilà, en plus des grosses salles, c'est télévisé. Comment tu gères ça d'ailleurs, de faire ça dans des grandes salles avec beaucoup de public en France et que ce soit retransmis à la télé? Est-ce que c'est pareil que de combattre dans des plus petites orgas où c'est pas télévisé? Non, c'est pareil. En fait, ce qui change, on va dire, c'est le pré-combat, c'est-à-dire tu as peut-être des interviews, on doit te faire des belles photos, on va te faire une pesée un peu médiatique. Donc là, on va dire, c'est un peu plus prenant, tu vois, tu es un peu dans une sorte d'engrenage. Par contre, en termes de combat, c'est vraiment la même chose, c'est-à-dire… Ça va faire abstraction de ce qui se passe autour. Ça, c'est une chance que j'ai, c'est qu'au début, quand j'ai commencé en amateur, je n'avais pas forcément la lucidité. Je ne me rendais pas compte de ce que c'était l'opposition, la violence et tout ça. Enfin, je savais ce que c'était la violence, mais pas la violence contrôlée en combat, tu vois. Et au fur et à mesure, avec les combats, que ce soit victoire, que ce soit défaite, en fait, tu te rends compte et tu t'endurcis. Aujourd'hui, je me considère comme quasiment stoïque, puisque vraiment, quand j'entre en combat, tu peux mettre, là, le mec était super dur, censé être invaincu. Je crois que les pourcentages sur Tapologie, c'était genre j'avais 5% de chance de gagner. Et pourtant, j'y allais en me disant, ouais, je vais le défoncer, quoi. Et en fait, même dans la cage, tu n'as aucun doute. Tu es ultra confiant. En plus, quand tu sais que tu viens d'une équipe solide, que tu as un encadrement solide, ça fait que te rassurer. Non, vraiment, ça c'est une chance que j'ai 0 pression, peu importe l'organisation. Et tu sens même pas le public, en fait. Tu sens même pas les gens autour de toi. Donc, tu es vraiment concentré sur aller défoncer. Ça c'est positif, ouais. Pour toi, c'est positif. Ouais, c'est très bien. Tu as une pression. Est-ce que tu as une pression, ce qu'on dit parfois, on dit que le stress parfois est bon, parce que ça permet d'avoir une certaine adrénaline et de positiver. Ça, j'adore comparer ça. J'ai une très très bonne comparaison avec le stress. C'est le feu, en fait. Tu vois, les humains, ils ont utilisé le feu, ils ont créé le feu, ils ont découvert le feu. Et en fait, le feu, ça peut être soit un énorme bordel, un énorme brasier qui va tout défoncer, qui va défoncer ta maison, qui va tuer tes proches, qui va te tuer. Donc ça peut être un énorme bordel. Ou sinon, ça peut te réchauffer, ça peut cuire ta viande, ça peut vraiment, tu peux l'utiliser comme un outil qui va vraiment te faciliter la vie, qui va être ultra bénéfique. C'était ultra bénéfique pour les humains. Donc c'est comme ça que je le vois. Si jamais tu te laisses trop t'embraser, si jamais tu ne le contrôles pas, ça va être n'importe quoi. Ça va te détruire, tu vas être flingué. Toi, tu fais comment pour ceux qui n'ont pas cette chance-là? Comment tu gères le stress? C'est quoi les petits tips? Déjà être honnête avec soi-même. Ça veut dire si jamais toutes tes émotions, il faut savoir d'où elles viennent, pourquoi tu as ces émotions-là. Pourquoi ces émotions-là? Pourquoi, par exemple, quand tu vas combattre, par exemple, parfois tu arrives d'avoir un peu mal au ventre, tu te dis putain, mais c'est pas normal, je me chie dessus. Oui, c'est vrai. En fait, non, c'est juste des mécanismes naturels du corps.
Ensuite, tu dis, je comprends pas. Je me dis, est-ce que le mec il va me cahoter et tout ça? Est-ce que le mec il va j'aurai la honte de la famille? Et puis après, tu dis, bah, écoute, en réalité, tout le monde s'en fout, quoi. Au pire, tu perds. Les gens ils vont te dire pendant 10 jours, ah, t'as perdu. Après, les mecs ils s'en foutent. Donc en vrai, c'est pour toi-même que tu fais. Moi aujourd'hui, c'est avec la seule pression que j'ai, c'est que j'ai envie de décevoir mes proches. Je pense que c'est la déception, c'est la peur que tous les combattants ont. Parce que j'ai pas envie de rentrer à la maison comme un loser, tu vois, dire à mes parents que j'ai perdu, dire à ma compagne et mes amis que j'ai perdu. Tu as envie de rentrer victorieux, tu vois. Tu as envie de rentrer pareil à ton équipe, tu as envie, de gagner, tu vois. Tu n'as pas envie de rentrer à la salle et dire j'ai perdu. Donc aujourd'hui, le seul truc chiant, c'est quand tu perds, quoi. Mais tu penses même pas dans le combat. C'est après le combat, que si jamais tu perds. Oui, c'est ça, tu perds. Ouais. D'ailleurs, là pour finir là-dessus, quand tu as perdu contre Youssef, comment tu t'es reconstruit? C'est la team qui t'a aidé à te reconstruire? C'est toi? Comment tu as fait ce process? Un peu de tout, en fait. Vraiment, après la défaite de Youssef, j'étais vraiment pas bien pendant 2 semaines. Une sorte de micro-dépression, un truc vraiment bizarre. Vraiment, tu as vraiment des pensées ultra sombres. J'étais vraiment dans un truc très très low, très 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 bas. Pareil, parce que j'ai toujours une fierté où tu veux pas perdre. Tu vois, ça fait longtemps que je n'ai pas perdu. Ma première défaite, je la considérais comme une erreur. Et là, boum, je me prends un premier vrai knockdown. Tu vois, c'est la première fois que je prenais un vrai knockdown devant tout le monde, à Bercy, dans la famille. Oui, Tu tapes la honte en fait. Donc tu vois, pendant 15 jours, j'étais vraiment pas bien. Toi, tu le ressens comme ça plutôt. C'est pas forcément la honte, mais toi, tu le perçois comme ça à ce moment-là. Bah, tu te prends, si, c'est comme la honte. Tu prends un KO. En plus, j'ai dansé un petit peu, tu vois. Oui, mais ça après, oui. Ça fait donc ça, sur le moment, t'es dégoûté. Après, bon, mais c'est justement là que tu dois être honnête avec toi-même. Tu veux dire, ok, j'ai perdu, mais il y a des raisons à cette défaite. C'est pas, il y a des gens ils perdent, ils font, ouais, c'est con, j'aurai plus de chance la prochaine fois. Non, la chance à rien à voir là-dedans. T'as chié. Il faut juste identifier où t'as chié et travailler ça. Et c'est ce que j'ai fait. Et c'est justement en restant dans le réel, dans le concret comme ça, que tu progresses. Et pareil, que tu évolues mentalement, que tu évolues physiquement, que tu évolues techniquement. Et bien sûr, donc, du coup, pour revenir à ce que tu avais dit, travailler avec Daniel derrière, ça te remotive. Voir ta famille qui te remonte, ça te remotive. Et ensuite revenir à la salle et voir que tu performes et savoir retravailler sur tes erreurs, c'est extrêmement motivant. Et ensuite, quand tu fais un combat contre un mec qui aujourd'hui dans ma carrière, c'est le mec le plus dangereux que j'ai rencontré, le géorgien Giorgi. C'est Giorgi, ouais, c'est ça, Giorgi il s'appelait. Giorgi Ektanashvili. Désolé pour la prononciation, je ne suis pas un spécialiste. Mais et tu vois, c'est l'adversaire le plus dangereux que j'ai combattu et pourtant j'ai pu performer. Oui, tu as performé comment? KOT au premier round, oui, ça s'appelle performer, oui. Est-ce qu'il y a une émulation aujourd'hui, le fait que dans la team Voirin, depuis un certain moment, ça fait que victoire, victoire, victoire. Là, on a eu la victoire à l'UFC de Benoît. Romain a fait Atomic. Avant, ça remonte un peu avant, il y avait aussi Jorik aussi qui avait gagné aussi à Octagon avant qu'il se blesse. Là, tu viens de gagner. Il y a Emerson qui a gagné la MMAGP. Est-ce que tout ça, voilà, c'est un peu comme dans des sports co où on dit ouais, il est important de gagner parce que si on s'habitue à la victoire. Ah, ça c'est sûr. Voilà, on s'habitue à ne pas perdre. Donc là, est-ce qu'on est dans cette dynamique-là aussi dans les sports individuels par rapport à la team? Même, ok, on est tout seul dans la cage, mais ça reste quand même un esprit collectif parce qu'on ne progresse pas seul. Exactement. En fait, c'est ça. Le MMA, c'est quand même très individualiste, comme tu le dis. Quand tu es dans la cage, c'est vraiment concentré que sur toi. Dans la cage, tu as beau avoir ton équipe qui te donne des conseils, c'est pas elle qui prend les patates, c'est pas elle qui les donne. Donc il n'y a que toi. Par contre, tu es accompagné. C'est-à-dire que l'équipe, elle est là tout le long de l'événement et elle t'encadre au maximum pour que tu puisses performer le moment donné, à l'instant T. Donc ça, c'est pour ça qu'il y a quand même l'aspect collectif, parce que l'équipe est là pour te préparer, pour t'amener là-bas, pour ensuite te préparer physiquement, mentalement, te préparer partout. Et ensuite, c'est à toi d'assurer. On peut encore te guider, on peut encore te donner des conseils, mais c'est à toi de performer. Donc, il y a deux aspects. Il y a l'individualisme à l'extrême, où tu es tout seul contre un autre mec, 1v1, point, terminé, pas de personnes qui viennent t'assister. Et ensuite, le côté, la progression. Là, par contre, c'est vraiment collectif. Forcément, tu es obligé de passer par là. Ouais. Exactement. Et donc là, le combat qui arrive là, le 22 janvier, est-ce qu'on va voir encore une progression chez toi? Peut-être que tu connais déjà l'adversaire, mais peut-être qu'aujourd'hui, ce n'est pas officiel, donc tu ne peux pas le donner, le nom. Mais est-ce que tu vas essayer de faire de nouvelles choses pendant le combat? Peut-être lutter un peu plus, peut-être aller un peu plus au sol? Ou est-ce que, voilà, si tu peux le KOT, c'est clair, tu vas pas attendre de faire ça? C'est la première cible. Voilà. Le premier choix, c'est toujours le KO. De toute façon, c'est la victoire ultime. Quand tu as quelqu'un qui est par terre, qui ne bouge plus, tu sais que le combat est terminé.
Alors que c'est une décision ou une soumission, tu peux casser un bras, le mec, il peut quand même. Enfin, ça va être compliqué, mais il peut revenir dans la réalité. Après, bon, tu l'étrangles, pareil, c'est compliqué, le mec, c'est dur pour revenir. Mais vraiment KO, tu sais, quand le mec, il est par terre, il est inconscient, tu sais que le combat est terminé à 100%. Il n'y a pas de moyen de retour, il n'y a pas de retour en arrière possible, il n'y a pas de. C'est vraiment combat out. Donc, c'est toujours ce que je privilégie. En plus, c'est ce que je sais le mieux faire, pour le coup. Mais ensuite. Je ne sais plus la question. Voilà, l'idée, c'est est-ce qu'au prochain combat, tu vas mettre en place des nouvelles techniques que tu as appris à l'entraînement? C'est un flow, en fait. À l'entraînement, je travaille des choses, toutes les techniques que Daniel montre. Après, pareil, je vais en ajouter un petit peu de mon côté. Et ensuite, c'est un flow. C'est sur le moment, est-ce que je vais sentir ou je ne le sentirai pas. C'est possible que je sente, c'est possible que je ne sente pas. C'est possible que je reste de basique ou c'est possible que je me sente à l'aise et que je mette des trucs de malade. Oui, c'est l'instinct qui va te faire raisonner et travailler ou pas sur telle ou telle technique. Là, le 22, on espère le meilleur pour toi. Derrière, tu restes chez Hexagone. Tu as signé pour plusieurs combats? Alors pour l'instant, on a signé pour 2 combats. Ensuite, j'ai cru comprendre que Hexagone souhaitait continuer avec moi. Donc, ça peut être intéressant. Ça peut être intéressant de continuer à travailler avec eux puisque c'est une très bonne organisation, très complète. Et d'ailleurs, Romain va m'y rejoindre. Et Romain de Bienne. Romain de Bienne, voilà exactement. Et Noureddin Nazrat. Donc, qui s'entraîne aussi. Qui s'entraîne aussi avec nous. Donc on va tous combattre pour l'Hexagone. Donc une bonne orga pour nous tous, c'est parfait. Le 22, ça va être chaud. Le 22 janvier au Zénith. 22 janvier au Zénith, il faut aller les supporter. Hein. Il faut être derrière nos Français, il faut y aller. Hein. D'ailleurs, il y en a d'autres. Hein. On en discutera, il y a des petites choses qui vont encore arriver. Donc, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour cette année 2023? Plein de combats déjà. Plein de combats et plein de victoires. Hein. Ah bah oui, forcément. Mais en France ou si tu restes chez Hexagone, voilà. C'est un contrat d'exclusivité si tu restes chez eux? Alors, pour l'instant, on est exclusivité sur les combats en France. Ça veut dire, en France, je suis obligé de combattre chez eux. Maintenant, à l'international, je crois qu'il n'y a pas de clause pour l'international. Mais sur le long terme, en tout cas, ce qui serait intéressant, c'est qu'apparemment, Hexagone souhaite se développer à l'international. Par exemple, ils ont fait un événement à Dubaï il n'y a pas longtemps. Ce qui serait intéressant, ce serait de participer sur ces événements internationaux. Comme ça, je commence à goûter à l'international avec une orga Madine bien chez nous. Oui, en plus, ça permet aussi de te faire connaître un peu. Exactement. De grandir un peu plus rapidement que. Voilà, parce que tu as faim. T'as faim de. Voilà, parce que. On en discutera, vous devez le savoir, ceux qui le suivent, voilà. On en discutera un peu plus tard, une autre fois. Mais tu as un parcours quand même qui est assez atypique et qui est très, 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 très intéressant pour le coup. Merci beaucoup en tout cas d'être venu à la bagarre. Merci d'avoir donné du temps, d'avoir échangé avec nous. C'est un plaisir. Et nous, on se dit, suivez-le, pour ceux qui ne le suivent pas encore. Mais à mon avis, vous le suivez forcément. Nous, on se dit à très vite. Le 22, on sera au Zénith en train de supporter la team Voirin et nos Français de toutes les teams. Et merci encore. Pas de souci. Merci à toi. Ousse.